Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss, un fondateur, un entrepreneur français installé aux États-Unis, tellement entrepreneur que la société qu'il dirige aujourd'hui encore, porte son nom, Resner Group. Rémi Resner, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Rémi, je viens de dire que vous étiez aux États-Unis, c'est là que vous avez créé votre société en 2009, on va en reparler abondamment pendant toute cette demi-heure. Et vous êtes aux États-Unis, mais vous êtes surtout dans la ville qui est derrière moi, à New York. Alors, c'est la tradition dans cette émission, vous le savez, on demande à nos invités de nous envoyer une photo de l'endroit qui compte le plus professionnellement pour eux. Vous l'avez fait, c'est Manhattan. Ma question pour moi maintenant, c'est que représente New York, que représente Manhattan dans la vie professionnelle de Rémi? Écoutez, c'est une grande question bien ouverte, donc je vais essayer d'y répondre de manière la plus appropriée. Et ça représente toute ma carrière, ça représente plusieurs carrières même, parce qu'écoutez, moi je suis arrivé aux États-Unis à l'âge de 19 ans, et je suis arrivé en tant qu'athlète. Moi j'étais joueur de basketball en France, et donc j'ai fait mon centre de formation dans le nord de la France, et j'ai joué un petit peu au Paris Saint-Germain dans les catégories de jeunes, et puis je suis arrivé ici avec une bourse d'athlètes pour jouer sur un campus américain dans la banlieue de New York, dans le New Jersey, qui est à 30 minutes de Manhattan. Donc c'est là que tout a commencé pour moi. Bon, j'étais pas complètement en territoire étranger puisque ma mère est californienne, mais moi je suis né et j'ai grandi en France. Et donc pour répondre à votre question, ça représente ma carrière, un bout de ma carrière sportive, ça représente mes études puisque j'ai fait, comme on appelle ici, mes études de undergrad et mon MBA à New York. J'étais à l'université de Fairleigh Dickinson d'abord, et puis après j'étais à l'université de Columbia. J'ai travaillé 2 ans à Wall Street, et puis après ça, bon, je vous en reparlerai, mais ma grande fortune au final, c'était de finir mon MBA avec un diplôme en finance en 2008, quand toute la vie s'est écoulée, spécialement le secteur financier. Donc c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma société, et puis bien entendu, continuer maintenant depuis 12 ans. D'accord. On va parler effectivement de vos débuts comme entrepreneur. Donc, après, on parlera de ce que représente aujourd'hui ce qui s'appelle un groupe. J'ai bien noté que ça s'appelait le Resner Group. C'est jamais complètement par hasard si ça s'appelle groupe. Racontez-moi les débuts. Donc, 2008, la crise financière, tout s'écroule. Et 2009, Rémi, donc il y a 12 ans, donc vous aviez 27 ans. Rémi choisit de créer sa société. Est-ce que vous étiez inconscient ou est-ce que vous étiez conscient de ce que vous faisiez? Peut-être toujours inconscient. Vous savez, dans l'immobilier à New York, il faut savoir. En trêve de plaisanterie, j'étais vraiment le dos au mur à l'époque. Vous savez, j'avais fini. Bon, moi, j'ai un passeport français, donc ici, l'histoire du visa est un vrai thème. J'avais pas de visa à l'époque. Je devais normalement retourner à Wall Street. J'étais content de mes études et je me suis dit, bon, enfin, je vais pouvoir maintenant progresser, avoir la stabilité et travailler pour une banque d'affaires. J'avais plusieurs offres et les offres venaient avec des visas. Et puis, au final, tout s'est écroulé, comme vous l'avez dit, et mon visa avec, et ma situation financière avec, puisque je me suis retrouvé sans grand-chose. Et j'étais plus jeune que la plupart des diplômés, j'avais 26 ans à l'époque, et donc j'avais peu d'expérience, et en même temps, bien entendu, mon statut avec l'immigration devait se résoudre. Donc au final, à cette époque-là, vous voyez, c'était tellement, on va dire, dramatique dans le sens anglo-saxon de l'expression à New York, que vous savez, on vous apprend en business school à faire ce qu'on appelle des informational interviews, c'est-à-dire à rencontrer des gens, des anciens de votre école, pour prendre un café, pour aller les voir au bureau, pour commencer à vous présenter et ensuite finalement trouver une offre d'emploi. À cette époque-là, les banques disparaissaient. Donc, si on voulait contacter quelqu'un pour faire ce genre d'entretien, eh bien, la personne se demandait juste si vous lisez pas les journaux, parce que le matin même, il y avait des nouvelles qui disaient que bon, peut-être Wall Street allait disparaître. Donc, c'était très très compliqué après avoir envoyé des centaines et des centaines de CV et fait passé pas mal de temps sur ma boîte email. J'ai finalement décidé que l'opportunité allait être autre.
Et j'ai toujours pensé que j'allais être entrepreneur et je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est le moment de faire le grand pas. Il y a pas il y a plus de questions à se poser. Et j'ai pensé qu'il y avait une vraie opportunité à l'époque sur l'immobilier parce que la crise financière a été d'abord créée par la crise des subprimes, qui était donc une grosse crise immobilière où énormément de banques ont disparu et énormément de gens ont perdu leur propriété immobilière pour beaucoup de raisons. Et je me suis dit à l'époque, bon, il doit y avoir une opportunité quelque part. J'ai créé une LLC, une SARL américaine, et puis après, bon, je me suis lancé et ça a mis du temps, mais c'est comme ça que les choses ont commencé. Rémi, j'ai vu qu'auparavant, vous aviez déjà travaillé dans l'investissement immobilier, notamment en Argentine. Est-ce que vos expériences passées dans ce secteur vous ont aidé au moment de lancer votre société à New York? C'est une très bonne question. Bon, mon expérience en Argentine était assez brève quand même, puisqu'en fait, j'avais fait mon dernier semestre de MBA par un programme d'échange quand j'étais à Buenos Aires dans une université. Et j'ai fait 6 mois de cours là-bas. Et puis après, en fait, étant donné la dureté de la crise à New York, j'y suis resté un peu plus parce que il n'y avait pas énormément de choses à faire à New York à l'époque dans ces circonstances. Mais donc, mon expérience immobilière là-bas était intéressante parce que j'ai été recruté pour faire des choses très différentes. Ça m'aidait un petit peu à New York, mais c'était vraiment très différent et ça a duré 3 mois, c'était bref. Et en gros, j'étais recruté pour aller acheter des terrains vers Mendoza, qui est près des Andes, vers le Chili. Et comme j'étais français, je pense que ces terrains, enfin, ils ont dû se dire que c'était une bonne idée d'avoir un français, puisque les terrains étaient principalement des terres viticoles et l'idée c'était de créer des hôtels et des vignobles. Donc, peut-être que mon accent a aidé. Alors, on revient à ces jours de la création. Vous me dites que vous envoyiez des mails, que vous agitiez, vous faisiez feu de tout bois. Essayez de vous rappeler à ce moment-là quel était l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Est-ce que déjà vous envisagiez, si ça devait ne pas marcher, vous envisagiez un plan B déjà? Écoutez, mon plan A, c'était de trouver un travail sur Wall Street. Donc, mon plan B, c'était vraiment assez éloigné du plan A et c'était de faire de l'entrepreneuriat. Après, c'est devenu le plan A, mais non, j'étais dans une situation où il n'y avait pas d'autre solution. Je me suis rendu compte que c'était une très bonne situation pour moi, au final, d'un point de vue de ma réaction et d'un point de vue personnel. Mais sinon, c'était une époque très dure pour moi. Vous savez, créer une entreprise, vous pensez que du jour au lendemain, les choses vont progresser, c'est rapide et ça, c'est une mentalité d'entrepreneur normale. Et bon, au final, moi, pour faire ma première transaction, ça m'a pris, on va dire, 1 année. Et pour avoir les premiers profits, la société en a pris encore 2. Donc pendant 3 ans, c'était une traversée du désert qui était intéressante, qui était vraiment très enrichissante. Et vous savez, quand on est entrepreneur, on apprend beaucoup de choses sans savoir qu'on les apprend. Et c'est ces périodes-là qui, au final, sont très enrichissantes et aussi très difficiles. Donc, pour répondre à votre question, ce n'était pas la période la plus facile de ma vie, mais ça s'est bien déroulé au final. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, Rémi, que vous êtes quelqu'un d'impatient. Et à cette période où vous avez créé votre société, c'était un gros défaut d'être impatient. Il fallait surtout, à mon avis, enfin, je vois ça complètement de l'extérieur, à mon avis, la patience devait être une qualité primordiale pour vous lancer dans ce vers quoi vous vouliez aller. C'est sûr, c'est sûr. Et puis la patience est aussi très importante dans le marché immobilier ou dans les investissements immobiliers parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'autre chose. Vous savez, une transaction peut prendre des mois à clôturer, alors que si vous travaillez par exemple comme trader à Wall Street, vous savez, en quelques minutes, vous achetez une action, vous voulez revendre, ça bouge, vous avez des pertes ou des profits. Et dans d'autres métiers, les choses vont beaucoup plus rapidement. Donc, la patience est une vertu en effet que j'ai appris avec le temps, j'espère. Peut-être pas, on verra. On verra, mais je vous le souhaite. En tout cas, mais je sais pas, instinctivement, j'ai assez confiance en vous, en votre avenir. En tout cas, je suis moins concerné que vous, mais j'ai confiance en votre avenir. Quelle est, à votre avis, Rémi, quelle est votre principale qualité pour réussir dans ce sur quoi vous êtes dirigé? Écoutez, je pense que la ténacité est vraiment, au final, le dénominateur commun pour tous les entrepreneurs qui ont du succès. Vous savez, il faut convaincre des gens, il faut savoir répondre aux obstacles et aux challenges. Et puis, il faut vraiment, en tout cas, dans
dans la situation de notre groupe. Il faut vraiment prendre une direction et puis aller devant pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, maintenant plus d'une décennie. Il faut avoir une vision et vraiment l'exécution de cette vision, c'est un processus mental on va dire c'est un entraînement mental qui vraiment nécessite la ténacité. Il y a des jours où ça marche très bien, où c'est l'euphorie. Il y aura d'autres périodes de temps qui peuvent être longues et qui vont être très difficiles. Mais bon, petit à petit, si on a la vision et si on s'accroche, on réussit. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il y a un très bon livre ici aux États-Unis qui s'appelle Grit. Et ça résume très bien ces propos. C'est-à-dire que le grit ici aux États-Unis, c'est la ténacité. Et ce livre parle du dénominateur commun de très grands entrepreneurs, que ce soit Steve Jobs, Jeff Bezos, ou même à plus petit niveau, certains commerçants immigrants locaux ici aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui sont venus aux États-Unis, on va dire, par exemple ici à Brooklyn ou à New York, qui viennent d'Haïti, après des problèmes dans leur pays, ou des réfugiés politiques qui viennent et qui deviennent des succès incroyables grâce à la ténacité. Vous avez vécu quand même, depuis que vous avez créé votre boîte, vous avez vécu beaucoup de vents contraires. Donc cette ténacité, j'ose même pas imaginer que vous puissiez ne pas l'avoir. Mais ma question, c'est quand on sort de crise comme ça, l'argumentation, pour aller finalement demander de l'argent à des gens, l'argumentation, elle évolue en fonction du contexte général, du contexte international. Il faut avoir plusieurs plans d'argumentation dans sa tête. Oui, tout à fait. Il faut, vous savez, bon, on a la chance maintenant, au jour d'aujourd'hui, de faire la moitié de nos transactions en fonds propres, mais on lève du capital auprès d'investisseurs pour l'autre moitié. Et puis, peut-être que maintenant que les marchés de capitaux s'ouvrent un petit peu plus que pendant la crise du Covid, qui ici aux États-Unis et maintenant commence, Dieu merci, à être derrière nous, on doit vraiment s'adapter à chaque investisseur, à chaque perspective, aux attentes de chacun. Est-ce qu'une personne veut rester 5 ans dans un investissement, 10 ans ou 2 ans? Est-ce que ce sont des investisseurs qui adhèrent à une vision à long terme où la somme des parties individuelles est beaucoup plus forme beaucoup plus que ces parties individuelles? Enfin, je reprends une expression américaine qui j'espère est assez claire. Mais voilà, il faut adapter son dialogue à chacun et l'idée générale de chaque entreprise, de chaque entrepreneur, je pense, c'est de créer des partenariats qui sont, comme on dit ici, des win-win situations. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est la seule manière de créer une vraie croissance économique, de participer à une vraie croissance économique et de créer des opportunités pour les gens autour de soi. Vous faites donc de l'investissement dans l'immobilier. Je vais vous poser une question. Quel est le mot qui vous intéresse le plus dans ces deux mots? Est-ce que c'est le mot investissement ou est-ce que c'est le mot immobilier? Encore une fois, une très bonne question. Vraiment, vous touchez à quelque chose qui m'est très cher. C'est le mot immobilier. Et pourquoi? Parce que c'est pas mobile. Et qu'est-ce qu'un investisseur immobilier au final? C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans l'urbanisme. Et nous, ça nous intéresse énormément. Vous savez, bon, au jour d'aujourd'hui, on a presque 40 immeubles et on est principalement dans les quartiers nord-est de Brooklyn, qui s'appellent Bushwick, Bedford-Stuyvesant ou Prospect-Lefferts Garden, qui sont des quartiers qui ont changé beaucoup, qui étaient très, très abandonnés, très délabrés et qui au jour d'aujourd'hui sont redynamisés, même s'ils sont toujours en transition. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir, encore une fois, créer des opportunités pour les communautés autour de nous, faire partie de ces communautés, travailler avec des gens locaux et vraiment amener des choses positives dans ces quartiers, à un certain niveau, même amener notre touche, quelquefois culturelle, européenne, américaine. Donc vraiment, l'immobilier et l'urbanisme est le mot le plus important dans ce que vous venez de dire. Rémi, on va se séparer quelques instants, hein, c'est nouveau dans French Boss. Vous savez que depuis quelques semaines, on fait une pause. C'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur la société qui est notre partenaire tout au long de cette saison. Et à chaque émission, eh bien, on écoute un volet de la conversation continue que l'on a avec un des dirigeants de cette société. Cette société, elle s'appelle Tister. Et on écoute justement un nouvel extrait des dialogues qu'on a avec elle. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Avec nous aujourd'hui, comme dans chaque émission en fait de French Boss, avec nous Christophe Pilcher, directeur marketing de Tister. Alors, on connaît maintenant, vous nous l'avez expliqué, le mode de fonctionnement de votre start-up.
Et on aimerait maintenant connaître les noms de ceux qui vous font déjà confiance. Oui, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on travaille avec des directions marketing, e-commerce, communication, content, social media sont nos clients. Et on travaille vraiment avec des comptes dans toutes les industries. On va travailler avec du Yves Rocher, du Renault dans l'automobile, La Redoute, Leroy Merlin, Decathlon, Disney et ses licenciés, Petit Bateau. Et j'en passe. Vraiment, on travaille avec des marques et distributeurs dans tous les secteurs. Donc, comme vous l'avez vu, cosmétiques, automoto, mode, déco, jeux, jouets, puériculture. Parce qu'en fait, à partir du moment où ces marques ont des consommateurs satisfaits et qui sont propriétaires d'un smartphone, donc 95% de la population en France et un peu la même à l'étranger, en fait, ils ont des ambassadeurs potentiels pour partager leur expérience en vidéo. Et dans notre prochaine émission de French Boss, eh bien, on continuera notre exploration au sein de la maison Thyster. Merci Christophe Pilcher. Merci, à bientôt. Avec nous donc depuis New York, Rémi Resner, fondateur, patron, CEO, enfin tout ça, Resner Group, qui se consacre à l'immobilier. Il a bien insisté sur le mot, mais l'immobilier à New York. On va parler de ce que représente aujourd'hui la surface que représente Resner Group, mais cette question, même si vous m'avez dit tout le bien que vous pensiez de New York au début de cette émission, pourquoi on a l'impression que vous pourriez aller rayonner ailleurs qu'à New York? Pourquoi vous en tenez-vous à New York? Écoutez, pour reprendre le début de mon histoire d'entrepreneur ici aux États-Unis, à l'époque des subprimes, j'ai eu la chance de pouvoir taper à la porte de certaines banques et leur demander si je pouvais reprendre leurs créances qui étaient en faillite. Donc en fait, redevenir la banque sur certains immeubles qui étaient délabrés, qui étaient en défaut de paiement, où il y avait pas mal de problèmes. Et c'est donc comme ça que j'ai commencé. Et à l'époque, bon, je connaissais pas grand-chose à l'immobilier et je connaissais plus Manhattan que Brooklyn, mais il s'avère que j'ai pu acheter certaines créances à Brooklyn et restructurer pas mal d'immeubles là-bas et vraiment commencer à améliorer tout ce patrimoine immobilier, on va dire. Et petit à petit, on s'est rendu compte que vraiment Brooklyn prenait une identité très différente de New York et de Manhattan. Et vous voyez, on s'est concentré non seulement sur New York, mais vraiment seulement sur Brooklyn, qui fait 2,5 millions de personnes. Donc vraiment sur le nord-est de Brooklyn et certains quartiers où on s'est dit qu'il y avait peu d'entrepreneurs et qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de vie des habitants locaux. Amener du renouvellement urbain, amener des magasins, amener des choses intéressantes. Et puis les choses ont grandi d'elles-mêmes petit à petit. Vous savez, vous possédez un immeuble dans un quartier, on vous approche pour en acheter un deuxième, on vous approche pour en acheter un troisième. Vous pouvez réduire vos coûts si vous avez tout dans la même géographie. Et puis petit à petit, vous prenez de l'importance dans ce quartier et ça vous permet encore une fois de contribuer à des choses de plus en plus positives. Donc, pour l'instant, c'était notre stratégie et vraiment, on n'a pas touché à Manhattan, peut-être qu'on le fera un jour. Donc, on continue de grandir à Brooklyn et vraiment développer notre marque, entre guillemets. Et une fois que cette marque est assez grande, assez établie là où on est, on peut répliquer les choses ailleurs. Et on essaie vraiment d'amener des choses assez uniques, encore une fois, avec une touche européenne, française, qui peut être intéressante. On va aborder un domaine qui est évidemment un domaine clé dans la vie d'un entrepreneur, qui sont les levées de capitaux. Domaine clé dans la vie d'un entrepreneur et encore plus dans quelqu'un qui a besoin d'argent frais pour investir dans l'immobilier. Racontez-moi les souvenirs que vous avez eus, vos premières levées de fonds et vos levées de capitaux. Ça doit être votre quotidien, c'est la routine, la levée de capital chez vous. Écoutez, c'est entre guillemets la routine. Bon, routine est un grand mot quand même. On le fait quand on achète de nouveaux immeubles, bien entendu, mais je ne passe pas tout mon temps là-dessus. Je le répartis entre gérer la société et la stratégie d'ensemble, et puis beaucoup de temps sur les nouvelles acquisitions. Au jour d'aujourd'hui, faire des nouvelles acquisitions, vraiment acheter un bien immobilier, certaines fois prend plus de temps que les levées de capitaux, puisqu'on fait une levée de capital par bien qu'on achète. Même si peut-être qu'on fera un fonds dans le futur. Mais pour vous raconter une anecdote, écoutez, avec le succès, entre guillemets, qu'on a eu et la réputation et notre réputation qui grandit de plus en plus,
les levées de capitaux ne sont jamais faciles, mais ce sont un petit peu, au fil des années, sont devenus plus faciles pour nous, ce dont on est très reconnaissant. Je vais vous raconter une anecdote. Ma première levée de capital, je voulais acheter juste une créance qui avait fait qui était en faillite auprès d'une banque qui s'appelait Washington Mutual, qui à l'époque était le plus gros défaut bancaire de l'histoire des États-Unis, au niveau du bilan. C'était encore plus gros que Lehman Brothers, c'était donc en 2008-2009. Et bon, moi j'ai pu lever du capital auprès d'investisseurs et puis pour amener ma part était minimum puisque c'était ma première affaire et j'avais 27 ans, mais tout était tout a été fait par ma carte de crédit. J'avais une ligne de crédit de 25 000 $ et tout utilisé, c'était ma part de la transaction et puis petit à petit les choses sont développées. Mais c'est comme ça que la société a commencé à l'époque, donc vraiment de manière assez humble et après les choses snowball, comme on dit ici. Boule de neige. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez la nostalgie, Rémi, de cette époque où vous parlez en milliers de dollars, en dizaines de milliers de dollars, vous m'avez dit un trésor de guerre de 25 000 $. Est-ce que d'une certaine manière, vous avez une nostalgie aujourd'hui que vous n'êtes plus du tout dans ces fourchettes-là, j'imagine? Écoutez, bon, je suis content qu'on ait évolué, mais bien entendu, il y a toujours, je pense, pour chaque entrepreneur, il y a un espèce de côté, une espèce de nostalgie du départ qui est très difficile. On ne s'en rend pas compte à l'époque à quel point d'une part c'est difficile et d'autre part à quel point on peut être nostalgique de ça à un moment. Et oui, bien entendu, mais après, cette nostalgie s'estompe par l'enthousiasme du quotidien, par le thrill of the deal, comme on dit ici, c'est-à-dire l'enthousiasme de chaque nouvelle affaire et de chaque nouveau pas dans la croissance de la société. Et vous savez, ici, donc maintenant, on est en juin 2021, le Covid est plus ou moins derrière nous à New York et je pense que le futur, spécialement à Brooklyn, est très très positif. Brooklyn s'est amélioré avec le Covid, ce qui était un petit peu différent à Manhattan, mais beaucoup de gens y sont allés parce que les appartements étaient grands, parce qu'il y avait de l'espace, des jardins, des choses comme ça. Donc pendant une pandémie, c'était un bon endroit où être et donc on est très très enthousiaste pour le futur. Rémi, vous m'avez dit tout à l'heure qu'à chaque achat immobilier correspondait une levée de capitaux. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds propres ou vous n'avez pas de fonds propres à consacrer à ça? C'est-à-dire que vous souhaitez prendre le moins de risques possible? Quelle est la traduction de ce que vous m'avez dit? Non, c'est plutôt le contraire. La traduction, c'est que nous n'avons pas fait de fonds. Nous avons un modèle de private equity qui est assez commun ici, vous savez, au niveau des transactions, ce qu'on appelle corporate transactions, c'est-à-dire rachat de sociétés. Et ce modèle est très adapté ici aux biens immobiliers. Mais c'est le contraire. Écoutez, on fait la moitié de nos transactions en fonds propres. Donc ça, c'est nous qui prenons tout le risque. Et on prend au minimum 10% des parts de chaque transaction que nous faisons ou nous amenons des investisseurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On essaie vraiment d'avoir des intérêts très alignés avec nos investisseurs et de prendre une vision très long terme et de faire que vraiment les choses soient encore une fois une situation gagnant-gagnant. Un ordre d'idée, Rémi, avec des chiffres, un ordre d'idée de la levée de capitaux moyenne que vous pouvez faire, ce qui va donner une idée de la taille de l'immobilier que vous allez viser. Écoutez, on vise en comptant large. Nous visons des transactions jusqu'à 100 millions de $. Et la plupart de nos transactions sont des montants, on va dire, entre 1 et 20 millions de $. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé de se concentrer depuis le début sur ce qu'on appelle le middle market ou le lower middle market. C'est vraiment l'endroit où il y a une place pour les entrepreneurs. Vous savez, les tours qui sont derrière vous sur la photo sont détenus par des assurances, par des grands fonds d'investissement, par Blackstone, par des fonds souverains. Ce ne sont pas des endroits où nous pouvons être compétitifs. Nous n'allons pas ajouter de valeur et en plus de ça, sont juste des capitaux différents qui cherchent des taux de retour différents. Donc, nous, on est vraiment… Je vous ai parlé pas mal d'urbanisme parce que vraiment, dans ce qu'on fait, on a une opportunité d'aller là où il n'y a pas de capital, d'aller dans les endroits où d'autres investisseurs ne sont pas et de créer quelque part des quartiers. Donc, c'est ça qui est vraiment la différence et je pense que, étant donné le nombre d'entrepreneurs à New York, peut être vraiment un différenciateur pour l'urbanisme à New York et puis américain. Vous savez, le phénomène d'urbanisme aux États-Unis des 20 dernières années, la renaissance des quartiers urbains, que ce soit le Watts à Los Angeles, Brooklyn, comme on en a parlé, ou alors même certains endroits de Chicago, ou alors
mettez en Atlanta, par exemple, c'est vraiment un phénomène national et ça continue de plus en plus. Est-ce que vous pensez, Rémi, que plus que d'autres villes du monde, New York peut devenir dangereux pour quelqu'un qui fait son métier et qui ne se limite pas, comme vous le faites vous-même, à les yeux plus gros que le ventre, je vais dire. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un comme ça, la ville de New York et les États-Unis, de manière plus générale, peuvent être plus dangereux que d'autres pays? Écoutez, je pense que dans ce pays, étant donné qu'on est un pays capitaliste, avec beaucoup de capital, avec une culture qui est rapide, où les transactions se font vite, où beaucoup de choses sont basées sur la confiance, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est facile de grandir énormément. Et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est facile aussi de grandir trop vite. Donc, on voit ça souvent. Écoutez, vous prenez l'exemple pour une société qui est vraiment de l'immobilier, qui a été packagée, on va dire, comme une société de tech. Mais bon, WeWork, vous avez bien vu ce que c'est devenu. Ils ont vraiment grandi très vite et puis au final, ils ont grandi trop vite. C'est vraiment une société de subleasing, comme on dit ici. Et donc, c'est une histoire assez type de ce que vous mentionnez. Maintenant, bien entendu, je pense que chaque entrepreneur ici doit savoir choisir ses combats, choisir ses marchés et croître de manière très solide, je pense. Rémi, il nous reste quelques minutes. On va la diviser en deux grandes parties. Première chose, Resner Group. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en termes de finances, en termes de nombre d'employés, en termes de volume d'affaires? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Resner Group? D'accord. Écoutez, le groupe Resner aujourd'hui, d'ailleurs, je me permets de vous mentionner, peut-être que ça vous parlera. J'ai changé le nom de la société il y a quelques années pour faire un clin d'œil à mon père qui était animateur de télévision en France, qui avait le trio Resner. Albert Resner. Voilà, donc ma société s'appelle Proteus Capital Management au départ, et puis pour faire le lien avec son histoire, j'ai changé au groupe Resner. Il y avait le trio Resner, et maintenant il y a le groupe Resner. Nous avons donc à peu près 40 immeubles au jour d'aujourd'hui sur Brooklyn. Principalement des immeubles de résidentiel, on va dire qu'à peu près 15% de nos revenus dans le sens américain du terme, viennent de beaux commerciaux, principalement des magasins, on a peu de bureaux. Donc on va dire que 85% sont des revenus résidentiels. Au niveau des employés, nous sommes une société juste d'investissement, nous sous-traitons pas mal de la gestion de notre portefeuille au jour le jour à des sociétés tierces, nous sommes 4. Donc, j'ai un avocat à temps plein ici avec moi au bureau qui est à la porte à côté, au bureau à côté. J'ai un associate qui, lui, est avec nous depuis l'an dernier et qui gère tout ce qui est asset management pour nous, c'est-à-dire les travaux, surveiller nos sous-traitants, les achats de tout ce dont on a besoin, des parquets, des peintures, de tout ce dont on a besoin pour faire des constructions. Et puis, enfin, une personne qui fait mon marketing, qui est à temps partiel. Et avec moi, voilà, ça fait 4. Donc, moi, je suis principalement en charge de tout, mais comme je vous l'ai dit, d'abord, de la stratégie générale de la société. Mais vous faites autre chose, Rémi. Et ça, je l'ai lu en lisant des trucs sur vous. Vous écrivez des articles et dans des revues qui ont du poids. Il vous arrive de collaborer au Monde. Il vous arrive de collaborer à l'Huffington Post, à Forbes, le magazine américain. C'est marrant, ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces collaborations? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Écoutez, vous êtes très bien informé. Je vous félicite. Oui, j'ai fait ça. Écoutez, j'ai fait ça depuis longtemps. Alors, ça date du moment où j'ai commencé ma société. Et bon, je voulais en plus étant dans le doute à l'époque, de manière positive, mais étant dans le doute sur ma carrière, je voulais être sûr que si jamais ma société à laquelle j'allais donner 150%, si jamais cela ne fonctionnait pas, je voulais quand même avoir d'autres choses à mettre sur mon CV. Et quelque part, ça m'a aidé à réduire l'anxiété à l'époque, parce que c'était, encore une fois, vous savez, c'était une période pleine de challenges. Donc, j'avais à l'époque commencé à écrire un petit peu sur l'économie américaine et je me suis rendu compte qu'il y avait que c'était mal couvert. Enfin, mal, c'est le mauvais mot, mais que c'était pas couvert de manière idéale, on va dire, à l'époque. Et je suis rentré en contact avec des gens du monde et je suis devenu le correspondant
correspondant est un grand mot, mais j'avais un blog sur l'économie américaine pour Le Monde. Donc, j'écrivais à l'époque sur la Réserve fédérale américaine. J'ai écrit sur Détroit, qui était en faillite à l'époque, que je connais bien. Détroit, pas la faillite, bien entendu. J'ai écrit aussi sur Porto Rico, qui avait des problèmes avec sa dette, qui était un petit peu comme la Grèce en Europe à la même époque. Et puis, petit à petit, j'ai écrit pour des journaux américains, le Philadelphia Inquirer, et puis plus récemment, le Huffington Post, qui parfois me demandait aussi d'écrire sur des sujets plus transatlantiques, justement de couvrir la relation franco-américaine, ce qui était très intéressant. L'élection du président Macron et puis l'élection du président Trump et les comparaisons ou les différences. Et puis, vous savez, c'est un moyen pour quelqu'un qui fait ce que je fais aussi d'utiliser quelque part une partie différente c'est une manière de réfléchir de manière différente, c'est très enrichissant et ça nous force à prendre du temps à analyser les choses, le monde autour de soi. Sinon, c'est trop facile de rester dans son petit secteur et de ne pas voir la big picture, comme on dit ici. Et puis finalement, pas mal récemment avec Forbes, et vraiment plus sur des thèmes d'urbanisme, de plus en plus sur Brooklyn. Et pour répondre à votre question, écoutez, je pense qu'au niveau de l'urbanisme, ici aux États-Unis comme partout, il y a beaucoup à faire. Donc j'essaie juste de contribuer de manière assez humble ce que je sais, ce que je connais et ce que je peux voir en tant qu'immigrant français américain aux États-Unis. Et vraiment fan d'urbanisme aussi, puisque j'ai lu pas mal sur le sujet. Donc, plus récemment, c'est vraiment centré là-dessus et j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice en tant qu'investisseur du secteur privé pour montrer que vraiment l'investissement et les communautés locales peuvent tout à fait coexister de manière, encore une fois, gagnant-gagnant et de manière à ne pas avoir de friction, ce qui a été beaucoup le cas aux États-Unis ces derniers temps. Donc voilà. Mais méfiez-vous quand même, Rémi, hein, vous êtes sur une pente terrible qui peut vous amener vers cet effroyable métier qu'est le journalisme. Hein. Méfiez-vous, restez vigilants quand même. Voilà. Étonnant quand même la vie, on repère en lisant des trucs à droite à gauche un jeune entrepreneur américain qui a indéniablement beaucoup de choses à raconter. On se retrouve avec le fils d'un des producteurs de télévision les plus célèbres dans les années 70-80. Merci. C'est marrant parce que je me suis posé la question dès le début, est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Albert Resner? Puis je ne vous ai pas posé la question parce que spontanément, je m'étais dit non, il n'y a pas de lien de parenté. Ben, comme quoi, je m'étais trompé. J'ai été ravi de vous connaître, Rémi. C'était très intéressant ce moment qu'on a passé ensemble. Moi de même, merci pour tout, Eric. Merci beaucoup et bonne continuation. À très bientôt. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.